La confirmation du sommet russo-américain en Alaska a de nouveau mis en évidence l'exclusion de l'Europe de la table des négociations. Alors que les critiques pleuvent contre Israël, Benjamin Netanyahou défend à nouveau son plan de conquête de la ville de Gaza tandis que se réunit à New York le Conseil de sécurité de l'ONU. Un magistrat français en charge d'une enquête judiciaire a émis une notice rouge d'Interpol visant un ex-diplomate algérien ayant occupé le poste de premier secrétaire à l'ambassade d'Algérie en France. Bonsoir à vous et bienvenue sur RT en français depuis Moscou. Alors que la date du sommet russo-américain en Alaska est fixée, l'Europe se retrouve en marge, exclue d'une table de négociation cruciale, laissant Bruxelles se débattre pour retrouver sa pertinence. Au milieu du drame qui se déroule à la veille du sommet en Alaska entre Trump et Poutine, l'Europe se retrouve dans un état de désarroi anxieux, n'ayant pas été invitée et reléguée en marge de cette rencontre capitale. Bruxelles semble n'avoir d'autre choix que de se rallier au chef du régime de Kiev et publier des déclarations de soutien. Un communiqué conjoint Ukraine-UE appelle à la paix en Ukraine qui, sans surprise, ne pourrait être obtenu qu'en exerçant une pression sur la Russie et en apportant un soutien indéfectible à Kiev. Nous sommes convaincus que seule une approche combinant une diplomatie active, un soutien à l'Ukraine et une pression sur la Fédération de Russie pour qu'elle mette fin à sa guerre illégale peut réussir. Nous sommes prêts à soutenir ce travail sur le plan diplomatique ainsi qu'en maintenant notre soutien militaire et financier substantiel à l'Ukraine, y compris par le biais des travaux de la coalition des volontaires et en maintenant et imposant des mesures restrictives à l'encontre de la Fédération de Russie. Rappelons que l'annonce de cette réunion cruciale faite par Donald Trump sur sa plateforme Truth Social a également laissé entendre qu'un accord de paix pourrait nécessiter la cession de territoire par Kiev, déclaration qui a indéniablement galvanisé Zelensky et ses alliés européens. Je pense que le président et surtout l'Amérique en ont assez de financer la guerre en Ukraine. Nous voulons parvenir à un règlement pacifique. Nous voulons mettre fin aux effusions de sang. Je pense que les Américains en ont assez de continuer à envoyer leur argent, leurs impôts à ce conflit particulier. Mais si les Européens veulent prendre le relais et acheter des armes auprès des fabricants américains, nous sommes d'accord, mais nous ne financerons plus cela nous-mêmes. Cette évolution a contraint le chef du régime de Kiev à rallier ses sponsors, les exhortant à rassembler le courage collectif nécessaire pour faire face au plan potentiellement perturbateur de Trump. L'Ukraine apprécie et soutient pleinement la déclaration du président Macron, de la présidente du Conseil des ministres Meloni, du Premier ministre Tusk, du Premier ministre Starmer, de la présidente Ursula von der Leyen et du président Stubb sur la paix pour l'Ukraine. Selon le Washington Post, les États-Unis n'ont officiellement pas invité Zelensky au sommet, la Maison-Blanche donnant la priorité à l'engagement direct entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cependant, des sources citées par CNN suggèrent que Zelensky pourrait tout de même être présent en Alaska le 15 août. Un responsable de la Maison-Blanche a souligné que toute rencontre potentielle impliquant Zelensky aurait lieu après le dialogue principal entre Trump et Poutine. Néanmoins, le régime de Kiev ne montre aucune intention de suspendre ses attaques à la veille de ce sommet crucial. Moscou, quant à lui, n'exclut pas la possibilité que Kiev orchestre des provocations et des actes terroristes dans le but d'aggraver la situation et d'influencer le discours précédant la réunion. En intensifiant les attaques contre des installations civiles, Kiev montre son attitude à l'égard des prochaines négociations entre Poutine et Trump. Nous n'excluons pas que Kiev ait recours à des provocations et à des attentats pour aggraver le climat de la couverture médiatique du conflit. Le sommet présidentiel prévu prochainement en Alaska constituerait un tournant majeur dans la diplomatie mondiale, obligeant les puissances traditionnelles telles que l'Europe à s'adapter rapidement, alors que le continent européen est confronté à la diminution de son rôle sur la scène internationale. Cet événement pourrait l'obliger à réévaluer en profondeur sa politique étrangère et sa capacité à exercer une influence dans les discussions mondiales critiques. Si l'Ukraine reste au centre des préoccupations, le président Trump et le président Poutine ont toute une série de questions impératives à aborder qui dépassent largement le cadre de la zone de conflit. Des années de silence diplomatique sous l'administration américaine précédente ont permis à une série de sujets critiques de s'accumuler entre les deux nations, par exemple la région arctique, stratégiquement vitale, qui pourrait également être au cœur des discussions compte tenu du lieu choisi pour les négociations.
Et maintenant, passons aux actualités les plus discutées sur notre site rtenfrançais.tv. Le Nigeria rejette la politique américaine de déportation vers des pays tiers. Face à la multiplication des demandes américaines visant à transférer des expulsés vers des pays tiers, le Nigeria a réitéré son refus d'adhérer à cette pratique, dénonçant une mesure contraire à ses enjeux de sécurité nationale. Abuja est conscient des possibles pressions diplomatiques, restrictions de visas et menaces de sanctions. Le Kenya élimine la maladie du sommeil de la liste de ses problèmes de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé que le Kenya est désormais exempt de trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil en tant que problème de santé publique. Ce succès marque l'aboutissement de plus d'un siècle d'efforts sanitaires et place le pays parmi un cercle restreint de nations africaines ayant vaincu ce fléau mortel. Ryanair fustige le gouvernement français qui se tire une balle dans les deux pieds. Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, a lancé une virulente charge contre le gouvernement français, critiquant ses politiques fiscales et réglementaires, jugées étouffantes pour le secteur aérien. Suivez toutes les actualités du jour à tout moment et où que vous soyez sur rtenfrançais.tv. 22 mois depuis le début de l'escalade entre Israël et le Hamas, jamais l'État hébreu n'avait autant été affublé de critiques sur la scène internationale. Quelques jours après l'annonce du plan israélien d'occupation de Gaza, Benjamin Netanyahou a de nouveau martelé ce dimanche les louanges de son plan de conquête de la ville de Gaza, fustigé à la fois par ses alliés d'extrême droite, les familles des otages israéliens et la communauté internationale. Our goal is not to occupy Gaza. Notre objectif n'est pas d'occuper Gaza. Notre objectif est de la libérer des terroristes du Hamas. La guerre peut se terminer demain si Gaza, ou plutôt le Hamas, dépose les armes et libère tous les otages restants. Gaza sera démilitarisé. Israël aura une responsabilité prépondérante en matière de sécurité. Une zone de sécurité sera établie aux frontières entre Gaza et Israël afin de prévenir de futures incursions terroristes. Une administration civile sera établie à Gaza qui cherchera à vivre en paix avec Israël. Contrairement aux affirmations mensongères, il s'agit du meilleur moyen de mettre fin à la guerre et de le faire rapidement. Une question persiste, celle du calendrier de la mise en œuvre du plan israélien pour Gaza. C'est la date symbolique du 7 octobre 2025 revient dans les médias comme un premier repère. La date officielle de lancement de cette opération militaire reste encore inconnue. Lors de son allocution, Benjamin Netanyahou est revenu sur la question, laissant planer le mystère. Je ne veux pas parler de calendrier précis. Mais nous parlons en termes de calendrier assez court, car nous voulons mettre fin à cette guerre. C'est ainsi que nous mettrons fin à la guerre. L'annonce du plan d'occupation de Gaza qui s'articule autour de 5 axes intervient alors qu'Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale à mesure que se dégrade la situation humanitaire dans l'enclave. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, pas moins de 86% du territoire palestinien est militarisé par Israël ou sous ordre d'évacuation. Plus d'une dizaine d'États, dont la France ou encore le Royaume-Uni, ont récemment annoncé leur volonté de reconnaître officiellement l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors que la question reste source de remous, Netanyahou campe sur ses positions. La véritable raison de la persistance de ce conflit ne réside pas dans l'absence d'un État palestinien, mais dans le refus persistant des Palestiniens de reconnaître un État juif, quelles que soient ses frontières. Maintenant, en leur donnant un État palestinien alors qu'ils n'ont pas abandonné l'objectif de détruire l'État juif, vous ne faites qu'attiser la prochaine guerre. Je pense que la solution à ce problème est de donner aux Palestiniens tous les pouvoirs pour se gouverner eux-mêmes, là où ils vivent, mais aucune capacité de menacer Israël. Pendant ce temps, face à l'urgence de la situation, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation dans l'enclave palestinienne s'est tenue à New York. Les appels adressés à Tel Aviv se sont multipliés. Tous mettent en garde contre une aggravation de la situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader.
Nous assistons déjà à une catastrophe humanitaire d'une ampleur inimaginable à Gaza. Si ces projets sont mis en œuvre, ils déclencheront probablement une autre calamité à Gaza qui se propagera dans toute la région et provoquera de nouveaux déplacements forcés, des meurtres et des destructions qui aggraveront les souffrances insupportables de la population. La décision de Benjamin Netanyahou de prendre le contrôle de l'ensemble de la bande de Gaza a suscité de nombreuses protestations dans le monde entier. La politique du Premier ministre israélien suscite le désaccord des Israéliens eux-mêmes. À Tel Aviv et dans d'autres villes d'Israël, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer un accord sur les otages et un cessez-le-feu avant que l'État hébreu ne débute une opération pour prendre le contrôle de Gaza. Selon The Times of Israel, il s'agit de la plus grande manifestation ces derniers mois dans l'État hébreu. Ainsi, au moins 10 000 personnes se sont rassemblées à Tel Aviv. Les manifestants ont exigé la fin des hostilités et la libération des otages en brandissant des drapeaux israéliens et portant des pancartes avec des photos des otages, des slogans anti-gouvernementaux et appelant également Trump à mettre fin à la guerre. Des manifestations de masse ont également eu lieu en Turquie, au Chili, en Argentine, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, où l'organisation Palestine Action a été reconnue comme terroriste. À travers le pays, près de 500 personnes ont été arrêtées lors des manifestations. Selon des sources locales, la dernière fois que des détentions de cette ampleur avaient eu lieu à Londres, c'était en 1990. Les annonces de Benjamin Netanyahou sur le contrôle de Gaza feraient peut-être suite aux annonces récentes et fréquentes concernant la reconnaissance éventuelle de l'État de Palestine par de nombreux pays du monde, ainsi que l'intensification des discussions sur cette question. Les États-Unis ont accusé le président français d'avoir torpillé les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Pour rappel, le 24 juillet, Macron a annoncé que les autorités du pays avaient l'intention de reconnaître officiellement l'État de Palestine lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Selon Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, le groupe palestinien avait été, je cite, enhardi par la décision d'Emmanuel Macron conduisant à une rupture des pourparlers qui aurait pu mettre fin à la guerre de 22 mois. Les négociations avec le Hamas ont échoué le jour où Macron a pris la décision unilatérale de reconnaître l'État palestinien. D'autres personnes et pays ont ensuite déclaré que s'il n'y avait pas de cessez-le-feu d'ici le mois de septembre, ils allaient reconnaître un État palestinien. Si j'étais le Hamas, je conclurais qu'on n'avait pas besoin de conclure un cessez-le-feu, car nous pouvons être récompensés et le revendiquer comme une victoire. Ces messages, bien qu'ils soient largement symboliques à leurs yeux, ont en fait compliqué l'instauration de la paix et la conclusion d'un accord avec le Hamas. La justice française a émis un mandat d'arrêt à l'encontre d'un ancien haut responsable de l'ambassade d'Algérie en France. Le 25 juillet 2025, un juge d'instruction français a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre d'un ancien haut fonctionnaire de l'ambassade d'Algérie dans la capitale française. Ce diplomate, identifié comme un cadre des services secrets algériens, est poursuivi pour son implication présumée dans la disparition en avril 2024 de l'influenceur Amir Bokors. Les charges retenues incluent enlèvement et association de malfaiteurs terroristes criminels. L'influenceur Amir Bokors, alias Amir DZ, suivi par plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, figure critique du pouvoir en place à Alger sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, a été reconnu réfugié politique par les autorités françaises en 2023. La justice algérienne avait lancé 9 requêtes d'arrestation internationale contre lui, invoquant de multiples accusations, notamment pour escroquerie ou infraction terroriste. La France avait opposé un refus catégorique à sa remise aux autorités algériennes en 2022. Les tensions entre les deux pays existent depuis des décennies et sont liées au passé colonial et à la guerre d'indépendance algérienne. Et en France comme en Algérie, cette histoire partagée est un sujet sensible pour une partie importante de la population. Mais malgré les efforts de dialogue, chaque partie effectue parfois des coups diplomatiques en comprenant dans le même temps que le seul moyen de résoudre le problème
et de s'asseoir à la table des négociations. Là où nous sommes, et c'est très regrettable, c'est une situation où effectivement le dialogue se dégrade brutalement. Je dis simplement que si nous voulons des résultats pour les Françaises et les Français, il nous faudra un jour ou l'autre revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant. Cette affaire judiciaire vient attiser les frictions constamment croissantes entre Paris et Alger, dont les rapports diplomatiques connaissent une détérioration continue depuis plusieurs mois, notamment la dernière lettre du locataire de l'Élysée adressée au Premier ministre François Bayrou, demandant plus de fermeté envers Alger et la riposte de ce dernier par un communiqué et la convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de France. Le Ghana est toujours en deuil après le crash d'un hélicoptère transportant 2 ministres. Samedi 9 août, une soirée commémorative a clos 3 jours de deuil national. Une soirée de réflexion et de commémoration s'est tenue à Accra pour clore les 3 jours de deuil national en hommage aux 5 fonctionnaires et 3 militaires décédés mercredi 6 août dans un accident d'hélicoptère. La cour de la présidence a rassemblé des citoyens, des représentants du gouvernement, des membres du Parlement et des fonctionnaires pour un deuil national. Dans son hommage, le président a exhorté les Ghanéens à honorer les victimes par des actions et une unité nationale. Le président ghanéen a annoncé que 2 des victimes seront inhumées au cimetière militaire conformément aux traditions islamiques. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Environnement et 6 autres personnes ont trouvé la mort dans le crash de leur hélicoptère militaire dans la région d'Ashanti. Le Ghana a alors décrété 3 jours de deuil national. Et à présent, retour sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Les conséquences économiques de la rupture des relations commerciales avec la Russie atteignent des niveaux impressionnants. En Europe, le coût du manque à gagner pourrait s'élever à 1 000 milliards d'euros. Après avoir refusé d'importer des produits énergétiques russes, l'Europe doit faire face aux prix élevés du pétrole, du gaz et du charbon. De plus, les sociétés européennes ont subi des pertes financières importantes lorsqu'elles ont été obligées de quitter le marché russe. Au total, selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grushko, les pertes financières de l'UE dépassent déjà les 1 000 milliards d'euros. Et les choses ne semblent pas s'améliorer. Les estimations varient. D'après la plupart des experts, la somme s'élèverait déjà à plus de 1 000 milliards d'euros, en tenant compte des pertes liées à la cessation de la coopération avec la Russie et à la réduction des échanges commerciaux. En 2013, nos échanges commerciaux atteignaient 417 milliards d'euros. L'année dernière, ils étaient de 60 milliards d'euros, tandis qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement nuls. C'est le prix que l'Europe est contrainte de payer pour avoir rompu tout lien économique avec la Russie. D'après le vice-ministre, le coût du gaz au sein de l'Union européenne est 4 à 5 fois plus élevé qu'aux États-Unis, et celui de l'électricité 2 à 3 fois plus cher. Rappelons que le président russe avait également évoqué, lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg, les pertes subies par l'UE en raison de sa politique qui visait à affaiblir la Russie et qui s'est finalement retournée contre elle. Lors d'une réunion avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, Poutine avait souligné que la perte de souveraineté politique de Bruxelles entraînerait désormais une perte d'indépendance économique et par conséquent des pertes financières considérables. Il était clair que l'Union européenne, l'Europe n'avait pas beaucoup de souveraineté. Aujourd'hui, il est devenu évident qu'elle n'en a pas du tout. À notre époque, la perte de la souveraineté politique entraîne la perte de la souveraineté économique et donc des pertes colossales. Et comme si cela ne suffisait pas, Donald Trump a imposé des droits de douane de 15% à l'encontre de l'UE, aggravant encore la situation des pays européens au profit des États-Unis. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux XVK, Telegram, tout l'univers numérique de RT en français. Prochain point sur l'actualité dans une trentaine de minutes.